Ce soir, nous allons parler du sommeil et du développement cérébral. Avant d'entrer dans cette conférence, je vous invite à mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour le confort d'écoute de toutes et de tous. Et je suis ravie pour cette soirée de vous accueillir, Marc Ray. Merci à vous d'être venu depuis Marseille. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter cet aspect du sommeil. Oui. Alors, Marc Ray, j'ai envie que l'on vous connaisse un peu mieux avant d'entrer dans votre conférence. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Université Aix-Marseille, responsable du Centre du sommeil, service de neurophysiologie clinique, assistance publique hôpitaux de Marseille. Et ce qui est assez dingue, en tout cas moi ça m'a surpris, c'est que lorsque l'on a échangé en amont, vous m'avez dit que très vite, quand vous étiez tout jeune, finalement, la question de la neurologie, vous saviez que ça serait votre métier, votre passion. Ah oui, tout à fait. Je veux dire que j'étais très orienté sur la neurologie. En effet, dès le lycée, j'avais envie de comprendre comment marchait le cerveau. Oui. Alors une fois qu'on a déjà cette vocation au lycée qui naît, quel a été votre parcours ? Donc j'ai fait très naturellement neurologie, donc ça m'a permis de fréquenter les bac scientifique, médecine, puis une thèse de neurosciences, en plus de la spécialité de neurologie. Et puis il se trouve que le sommeil démarrait. J'ai démarré en 1986 et une nuit de sommeil, c'était un enregistrement de 1500 pages à lire le lendemain. Alors on comprend bien qu'on interprétait assez peu de sommeil compte tenu de... Il n'y avait pas encore l'informatique, et puis progressivement sont apparus l'informatique, etc. Et donc, l'avantage du sommeil, c'est que ça donnait quand même une idée de ce que peut être la conscience, l'inconscience. Et donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus, sur le sommeil physiologique, sur le sommeil anesthésique. Donc, voilà. Oui. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que la psychanalyse s'était intéressée au sommeil, mais plus, c'est pas du tout la même approche. Vous êtes dans l'analyse précise de ce qui se passe dans le cerveau, et justement toute l'évolution technologique permet aujourd'hui d'être... Tout à fait, c'est très important parce qu'en effet, Sigmund Freud va publier l'interprétation des rêves, et les rêves occupent beaucoup les psychanalystes, et on a tendance à interpréter les rêves. Et c'est vrai que les neurophysiologistes, il y a Isabelle Arnulf qui a publié un livre sur les rêves, vous verrez que ça n'a rien à voir avec l'interprétation des rêves, c'est une description de comment on rêve, s'il y a beaucoup de gens qui racontent des rêves, etc. Donc au début de votre carrière, une nuit de sommeil, vous lisiez, c'était 1500 feuillets. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Avec quels outils vous travaillez au quotidien ? Actuellement, on travaille sur un support informatique. Donc on a des nuits qui sont enregistrées. On n'est plus sur de la vidéo VHS, on est sur de la vidéo numérique. Et donc on a comme ça un accès à l'ensemble de la nuit. On a des courbes de tendance, on a des analyses qui sont faites qui nous aident à comprendre ce qui se passe. Alors qu'avant, il y avait juste les yeux pour regarder. Et le staging. Alors, comprendre ce qu'il se passe, c'est ce que vous allez nous décrire au cours de cette conférence. Mais avant cela, le moment est venu de déconstruire ou d'affermir certaines idées reçues. Peut-être que certaines sont justes. Donc, pour ceux qui n'ont pas assisté aux précédentes soirées, vous avez chacun devant vous 2 feuillets, un bleu et un orange. Alors, ce soir, le orange voudra dire non et le bleu voudra dire oui. Je ne sais pas si à chaque fois je choisis le même repère. Donc orange, non, et le bleu, oui. Je vais vous poser des petites questions et il vous suffira de brandir le carton de la couleur que vous avez choisi pour répondre à cette question. Et en quelques instants, Marc Ray nous donnera son éclairage. Après cette mise en bouche autour de quelques questions, il sera temps de rentrer dans la conférence. Alors, faut-il dormir 8 heures par nuit ? Alors c'est très mitigé. J'aurais du mal à dire quelle est la couleur qui prend le dessus. Peut-être un peu de... Non, même pas. C'est vraiment très mitigé. Alors que Marc. C'est très bien, puisque en effet, il n'y a pas une valeur pour tout le monde, et ça dépend des gens. Et donc, certains ont répondu non, puisqu'ils ne dorment pas 8 heures par nuit. Et puis d'autres ont répondu oui, parce qu'ils dorment 8 heures par nuit. On est très inégaux devant le sommeil. Et donc, surtout, il ne faut pas partir avec l'idée « il faut que je dorme 8 heures ». D'accord ? Ça dépend
de votre besoin de sommeil. J'en reparlerai tout à l'heure. Oui, et puis ça varie aussi en fonction de l'âge, mais je pense que vous l'évoquerez. L'avenir appartient-il à ceux qui se lèvent tôt ? Ben là aussi, hein, c'est très mitigé. Est-ce que vous voyez une tendance se dégager, Marc ? Moi, j'ai du mal, j'avoue, là. Pas vraiment, non. Là encore, on voit très bien qu'il y a des gens qui se lèvent tôt, donc ils vont répondre oui. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas se lever tôt et qui répondent non, à juste titre. Toujours est-il que ça dépend là aussi de votre typologie, d'une part. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est qu'il faut avoir dormi ce dont on a besoin. Et donc, ça n'appartient pas à une privation de sommeil. Ça, c'est très important. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se privent de sommeil. Et donc, il ne faut surtout pas se priver de sommeil. Il faut dormir du sommeil dont on a besoin. Et puis, vous me disiez, Marc, en préparant la soirée, que par exemple, Einstein dormait beaucoup. Donc, les grands hommes et les grandes femmes ne sont pas forcément des petits, voilà, des courts dormeurs. Une sieste de 10 minutes peut-elle être suffisante ? Ah, donc là, on voit qu'on a des amateurs de la micro-sieste, de la sieste flash, puisque la réponse oui est largement devant. Donc là, c'est très bien. En effet, une sieste courte chez l'adulte, c'est ce qui permet de se sentir en forme, de restaurer nos systèmes d'éveil qui ne peuvent pas fonctionner 8 heures de rang. Donc on va faire une courte pause pendant laquelle nos systèmes d'éveil vont se désactiver, on va lâcher prise et on va se sentir beaucoup mieux après ces 10 minutes, sans rentrer bien entendu dans du vrai sommeil qui fait qu'on aurait du mal à se réveiller. 4e question, le sommeil est-il plus réparateur avant minuit ? Vous avez sans doute déjà entendu ça. Est-ce vrai ? J'ai l'impression que là, le bleu est majoritaire, clairement. Oui, clairement, et on verra tout à l'heure pourquoi le sommeil est en effet plus réparateur avant minuit chez les gens qui se couchent habituellement avant minuit. C'est-à-dire, si les gens se couchent habituellement à minuit, et ça va être avant 1h du matin ou avant 2h du matin qui sera réparateur. Mais la première phase du sommeil habituel est la plus réparatrice. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc, mais j'ai l'impression que le public est assez averti au vu des réponses qui sont données. Vous avez affaire à des spécialistes. Dernière petite question, mais un peu comme un hors-sujet. Les somnifères sont-ils un traitement de l'insomnie ? Est-ce que les somnifères traitent l'insomnie ? Très très bien. Je veux dire qu'en effet, ce n'est pas un traitement de l'insomnie. Les somnifères, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de sommeil sur quelques jours, je peux prendre un somnifère, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. C'est un peu comme quand j'ai mal aux dents, je peux prendre un antalgique pour plus avoir mal, mais il faut que j'aille chez le dentiste. Eh bien, si j'ai des problèmes de sommeil, d'insomnie, je peux prendre un somnifère pendant 2-3 jours, pendant 8 jours. Il ne faut absolument pas dépasser 3 semaines. Malheureusement, il y en a certains qui ont dépassé. Et il faut bien entendu essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre comment on va gérer cette insomnie, mais surtout ne pas être avec une prescription chronique d'insomnie. Ça ne sert à rien, mais je vois que vous êtes tout à fait convaincu. Eh bien voilà, vous avez un public averti. Donc maintenant, je vous laisse, Marc, entamer votre conférence. On va faire un échange de micros parce que celui-là, j'ai l'impression que le vôtre a un peu d'écho. Alors, tout le monde m'entend bien ? Parfait. Donc, on va parler du sommeil et du développement cérébral. Alors, première chose, tous les animaux dorment. Et parfois, au péril de leur vie, vous voyez que cette vache, si elle se fait attaquer par un loup, elle n'est quand même pas dans une situation où elle va pouvoir se défendre facilement. Et donc, le sommeil, ça doit être important puisque tous les animaux dorment. Et malheureusement, pourtant, nous, on est en dette de sommeil. Et la journée du sommeil, qui était donc vendredi dernier, pour ce faire, on a fait une enquête en décembre 2018. On a demandé aux Français, à 1014 sujets, combien de temps ils dormaient en semaine, en moyenne 6h57, et en week-end, en moyenne 8h14. Donc on a une dette de près d'1h20 de sommeil en semaine. Alors on nous dit que le sommeil est important, mais on est en privation de sommeil.
Alors, si le sommeil est important, si les sujets sont en dette de sommeil, eh bien, je crois qu'il faut connaître son sommeil pour éviter cette dette et savoir à quoi il sert pour éventuellement mieux le gérer. Alors, ce qu'on va voir successivement pour ce qui est du sommeil, c'est d'abord comment on le mesure, puis comment il se construit au cours de la nuit, comment il se construit au cours de la vie, quel est le besoin de sommeil, et puis, bien entendu, à quoi sert-il. Et jusqu'à il y a 15 ans, on ne savait pas trop à quoi servait le sommeil. On savait que ça servait à se reposer, à être mieux, mais on n'avait pas une idée très claire de à quoi servait le sommeil. Et donc, on avait tendance un peu à le dénigrer en disant que finalement, c'est une perte de temps. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Alors, comment on le mesure? Eh bien, on mesure le sommeil en mesurant 3 types de signaux. On va mesurer les mouvements des yeux. On va mesurer le tonus postural, c'est-à-dire qu'on va enregistrer un muscle comme ça qui est sous le menton, qui s'appelle le mylohyoïdien. Et puis, on va enregistrer l'activité électrique du cerveau. Donc actuellement, bien entendu, au début, on ne mettait que 2 électrodes sur la tête pour mesurer l'activité électrique du cerveau. Actuellement, on en met au minimum 3 et souvent beaucoup plus. Alors, cette mesure du sommeil nous a permis de découvrir qu'il n'y avait pas un sommeil, mais 2 sommeils. Vous voyez ici un chat qui est éveillé, il a une activité électrique cérébrale qui est rapide, et puis il va passer dans un premier type de sommeil qui est le sommeil lent, dans lequel l'activité électrique du cerveau se ralentit. Et vous voyez là le sujet, le chat est en sommeil lent, comme cette vache. Et puis apparaît le sommeil paradoxal, qu'il a fallu un certain temps pour identifier. Et ce sommeil paradoxal, il est paradoxal, c'est Michel Jouvet à Lyon qui a donné ce nom, parce que vous avez une activité électrique cérébrale qui est rapide, et le sujet est complètement paralysé. Ici, je peux vous dire que cette vache est en sommeil paradoxal. Et donc, quand un humain est en sommeil paradoxal et qu'on le réveille, 8 fois sur 10, il raconte un rêve. Et donc, ce sommeil paradoxal est une fenêtre pour savoir à quel moment vous rêvez. Bien entendu, il peut y avoir des rêves en sommeil lent, mais ils sont beaucoup plus quelconques, beaucoup moins riches et beaucoup moins fréquents. Alors, je vous dis donc, en sommeil lent, ça porte ce nom de sommeil lent parce que l'activité électrique du cerveau se ralentit. Ici, vous avez 1 seconde entre les 2 traits gris. Ça, c'est votre activité électrique quand vous êtes réveillé les yeux fermés. C'est l'activité alpha. Et en sommeil lent profond, c'est remplacé par une onde en 1 seconde. Donc, on a bien un ralentissement. On est passé de 8-12 Hz à 1 Hz. Le cerveau s'est ralenti. Et puis, le sommeil paradoxal, eh bien, paradoxalement, le cerveau est très actif. On bouge les yeux comme si on regardait quelque chose. Vous avez ici des mouvements oculaires. Et on est paralysé. Alors, certains sujets ont parfois tendance à se réveiller avant la levée de la paralysie. Et donc, c'est très angoissant parce que vous ne pouvez pas bouger. Vous vous retrouvez réveillé comme si vous étiez curarisé. Vous ne pouvez absolument pas bouger. Et donc, au moment de ce sommeil paradoxal, je vous ai dit, on rêve. Et c'est pour ça que, comme on est paralysé, on n'agit pas nos rêves. Le somnambulisme, c'est un éveil à partir du sommeil lent profond, c'est un éveil dissocié, alors qu'au cours du sommeil paradoxal, on rêve, mais on ne bouge pas, sauf dans certains troubles pathologiques, mais la plupart du temps, on ne bouge pas. Alors, ce qui est important, c'est que le sommeil, la nuit, s'organise en cycles. Ici, vous avez une nuit de sommeil, vous voyez, de 21h48 jusqu'à près de 6h du matin. Donc le sujet au départ est réveillé et puis il va commencer à dormir et il descend dans un sommeil de plus en plus profond. Et puis le sommeil s'allège et il fait du sommeil paradoxal. À ce moment-là, il se réveille. Et puis il va attaquer un 2e cycle avec du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal, il se réveille. Un 3e cycle, du sommeil lent profond, un peu moins, du sommeil paradoxal. Un 4e cycle, il n'y a pratiquement plus de sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Et donc, ça vous explique que le matin, quand vous vous réveillez, eh bien, vous avez un rêve en tête, puisque c'est les plus longues phases du sommeil paradoxal qui surviennent en fin de nuit. Alors que si on vous réveille en début de nuit, on va vous réveiller en sommeil lent profond et vous serez plutôt perdu en ne comprenant pas trop ce qui se passe, en étant un peu confus au réveil. Alors, il faut savoir qu'à la fin de chaque cycle, on se réveille, donc il est physiologique de se réveiller la nuit. On va se réveiller. Alors, bien entendu, quand on se réveille 30 secondes pour remonter les draps, on ne va pas en garder un souvenir le lendemain matin.
Mais si vous vous réveillez 15 minutes, là, vous allez en garder un souvenir. Et puis, une autre donnée qui est très importante, c'est que les cycles de sommeil de début de nuit sont beaucoup plus riches en sommeil lent profond et les fins de nuit beaucoup plus riches en sommeil paradoxal. Donc, quelqu'un qui se couche habituellement à 22 heures, qui fait cette nuit, le jour où il se couche à 2 heures du matin, il fait cette nuit. Et donc, vous voyez qu'il fait beaucoup plus de sommeil paradoxal et qu'il ne fera pas de sommeil lent profond. Et ça va expliquer que quand on travaille la nuit, eh bien, la dette de sommeil va se constituer. Et là, c'est ce qu'on avait montré avec des infirmières, avec 3 nuits travaillées. Et en rouge, c'est le temps de sommeil diurne, c'est-à-dire qu'elles rentrent du travail après avoir travaillé toute la nuit. Et vous voyez qu'elles dorment moins de 7 heures. Et que ça, c'est la première nuit travaillée, donc c'est le sommeil du jour qui suit, la deuxième nuit travaillée, et ça ne se corrige pas. Elle ne dort pas plus. Par contre, la première nuit non travaillée, 9h36. Là, on va récupérer la dette. Donc le travailleur de nuit, il constitue une dette de sommeil au fil des nuits travaillées et il va récupérer en période de repos. C'est pour ça que les infirmières de nuit étaient passées aux 35 heures largement avant la loi Aubry, de façon à leur permettre d'avoir 3 nuits pour pouvoir récupérer avant de réattaquer un cycle de nuit. Donc c'est très important. Donc quand on décide de faire une nuit blanche, on va récupérer le lendemain soir quand on fera la nuit, mais pas forcément en dormant la journée. Alors il faut savoir aussi que le sommeil, il se met en place progressivement de la naissance à la fin de l'adolescence. Ça met à peu près une vingtaine d'années à se mettre en place. C'est quand même pas quelque chose de très rapide. Alors bien entendu, au départ, c'est catastrophique. Ça, c'est un enfant de 3 jours. En vert, c'est quand il est endormi. Et en blanc, c'est quand il est réveillé. Donc, et ça, c'est bien entendu le cycle des 24 heures. Et donc, vous voyez que ce nourrisson, qui est né à terme, il a un sommeil dit polyphasique, c'est-à-dire qu'il dort, il est réveillé, il dort, il est réveillé. Vraiment, il dort, il mange, il est réveillé, etc. Et donc, ces cycles-là, eh bien entendu, ils sont répartis de façon uniforme sur les 24 heures. Donc, le premier job de la mère, ça va être certes de le nourrir la nuit, mais surtout de lui apprendre à faire ses nuits. Et donc, vous voyez qu'à 10 ans, il a réussi à faire ses nuits, il dort la nuit et il est réveillé le jour. Alors, c'est évident que pour les mères, c'est parfois un peu long. Vous voyez, à 15 jours, ce n'est pas la peine d'insister, on est toujours en sommeil polyphasique, avec des cycles chez l'enfant qui sont plus courts, 50 minutes, alors que l'adulte, 90 minutes, donc 1h30. Donc, ça veut dire que le bébé se réveille toutes les 50 minutes. Donc, bien entendu, il faut qu'il apprenne à se rendormir seul. Parce que si toutes les 50 minutes, il faut le sortir de la maison, aller faire un tour en voiture pour l'endormir et le ramener dans la machin, vous passez votre nuit en voiture. Donc ça, c'est très, très important. Vous voyez qu'à 1 an, et donc la nuit commence à se structurer à partir de 3 mois, c'est-à-dire que jusqu'à 3 mois, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut attendre que les choses se mettent en place. À partir de 3 mois, on peut quand même inciter le bébé à dormir surtout la nuit. Il faut supprimer un certain nombre de prises alimentaires nocturnes. Et vous voyez que jusqu'à 1 an, il y a une sieste le matin, une sieste l'après-midi. À 4 ans, il y a encore une sieste l'après-midi. Elle disparaît à 10 ans et la sieste revient après la puberté. Donc si vous faites la sieste, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais c'est une sieste qui est différente. La sieste de l'enfant, c'est d'accumuler du sommeil. La sieste de l'adulte, c'est de mettre au repos ses systèmes d'éveil. Donc on est dans quelque chose d'un peu différent. Alors bien entendu, un truc qui est important, c'est que quand vous avez un enfant à qui on doit apprendre à faire ses nuits et que vous êtes obligé de reprendre le boulot, il va être en nourrice ou en crèche, et qu'il soit en nourrice ou en crèche, les personnels adorent que l'enfant dorme. Et donc, par contre, les parents ils se sentent un peu coupables d'avoir abandonné l'enfant à la nourrice ou à la crèche, et donc ils vont s'en occuper. Vous voyez, ici, c'est 18 heures. Coucher un enfant à 18 heures, quand je dis ça, les parents ils me disent non, ça n'existe pas, ce n'est pas dans notre société, ça n'existe plus. On ne peut plus coucher un enfant à 18 heures à 1 an. Donc, incontestablement, on va décaler. On va avoir un horaire de coucher plus tardif. Ce n'est pas très grave parce que lui, il va dormir la journée. Il va dormir un peu plus à la sieste du matin, un peu plus à la sieste d'après-midi. En plus, il apprend que la nuit, quand il crie, le service est plus rapide qu'à la crèche ou chez la nourrice. Donc, ça ne l'incite pas tellement à faire du sommeil la nuit et à se rendormir seul. Et donc, on a tout un tas d'insomnies conditionnées, comme ça, chez le tout petit,
parce qu'on ne lui a pas appris à faire ses nuits, on ne lui a pas appris à se rendormir seul. Et bien entendu, quand il va arriver à la maternelle, ça va poser un problème parce qu'il n'y a plus de sieste le matin, et donc il va être en privation de sommeil. Et un enfant qui est en privation de sommeil, il n'a pas tendance à être somnolent, il a tendance à être agité et plutôt énervé. Et donc il faut éviter ce genre de choses. Alors bien entendu, avec la maturation, le sommeil continue à évoluer avec un rythme veille-sommeil, avec un sommeil qui a tendance à diminuer. Je vous ai dit que chez le tout petit, au début, il dort 20 heures sur 24, et puis après, il va dormir 17 heures, etc. Et donc, progressivement, il va diminuer. Et puis, le rythme veille-sommeil se décale. Et vous voyez ici, vous avez 688 sujets qui avaient 1 à 19 ans en 1985. On leur a demandé à quelle heure ils se couchaient, à quelle heure ils se levaient, les jours de semaine et les jours de week-end. Et on les a réinterrogés en 1990 et réinterrogés en 1995. Et donc c'est pour ça qu'on arrive ici à 29 ans. Celui qui avait 19 ans en 85 avait 29 ans en 95. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'à 2 ans, la semaine et le week-end, il n'y a pas beaucoup d'écart, ce qui semble assez logique, et que progressivement, ce sommeil, en particulier le week-end, se décale. Vous voyez, 2 heures du matin vers 16 ans. D'accord? Ça, les adolescents, ils ont tendance à se coucher tard et à s'endormir tard. Tous ceux qui ont des ados le savent. Et donc ça, c'est une tendance naturelle, c'est une tendance qui est assez forte. Et puis, bien entendu, avec l'évolution, eh bien, on va bien entendu faire un peu moins la grasse matinée et tendance à s'endormir plus tôt. Donc, il faut savoir que les adolescents vont avoir tendance à se décaler. Le problème, c'est d'éviter qu'ils se décalent complètement en inversant nuit et jour pendant toute la période estivale pour ne pas arriver à reprendre les cours, ce qui arrive assez fréquemment avec des gens, des adolescents qui n'ont pas repris les cours en septembre et donc on les voit en octobre en disant ben non, il n'arrive toujours pas à se lever le matin. Et oui, il n'arrive pas à se lever le matin parce que de fait, il a été complètement changé. Alors il faut savoir que le besoin de sommeil n'est pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, n'est pas quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose qui dépend de votre typologie. Avec une typologie selon la durée, vous avez des courts dormeurs, c'est moins de 6h30, et des longs dormeurs, c'est plus de 9h. Les courts dormeurs, c'est 10% de la population. Et je vous ai expliqué qu'actuellement, on est pratiquement à la moitié de la population qui est à moins de 6h30. D'accord ? Donc il y a 40% de gens qui se plaignent de ne pas assez dormir en semaine. Et ce qui différencie les petits dormeurs des grands dormeurs, ce n'est pas le sommeil lent profond, ils en font le même temps par nuit, ce n'est pas le sommeil paradoxal, mais c'est le sommeil lent léger. Et donc c'est quelque chose qui est génétiquement déterminé, et en partie bien entendu fonction de l'âge, les enfants dorment plus que les adultes, mais donc toujours est-il qu'on ne peut pas transformer quelqu'un de long dormeur en court dormeur, ou de court dormeur en long dormeur. Et puis, il y a une autre typologie qui est très importante, c'est la typologie selon l'heure du coucher. Vous avez des sujets qui sont dits du matin ou couche tôt, c'est-à-dire qui sont couchés à 22 heures. Ils n'aiment pas du tout les réunions tardives. Et puis, au contraire, des sujets du soir ou couche tard qui n'arrivent pas à s'endormir avant minuit. Mais ça fait partie de leur typologie. Donc, vous comprenez bien que quelqu'un qui est un long dormeur, 9 heures, et couche tard, il ne peut pas s'endormir avant minuit. D'accord ? Donc, il va dormir de minuit à 9 heures. Okay. S'il veut faire boulanger, ce n'est pas bon du tout. D'accord ? Il va venir très rapidement consulter au centre du sommeil en disant ça ne va pas du tout. Mais on va lui dire oui, c'est comme la couleur des yeux, on ne va pas vouloir vous la changer. D'accord ? Si vous avez les yeux bleus ou pas les yeux bleus, on ne va pas le changer. Okay. Donc il faut voir que vous avez à peu près 30% des gens du matin, 30-40% des gens du soir. Et donc, c'est ce qui a conduit, bien entendu, au fait qu'on préfère, 37% des gens du soir, qu'on préfère l'heure d'été, parce que du coup, on va pouvoir se coucher avec la lumière du jour. Et c'est pour ça que c'est passé, alors que les chronobiologistes auraient préféré qu'on reste à l'heure d'hiver, qui est plus proche de l'heure solaire, tandis que là, on a 2 heures de décalage avec l'heure solaire. Alors, à côté du besoin de sommeil, ça c'est un besoin qui vous est propre, qui dépend de votre âge, qui fluctue au cours de la vie, mais il y a surtout le besoin de dormir, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai sommeil ? Eh bien, ça dépend de la durée de la veille. Si vous restez 2 jours et 2 nuits sans dormir, vous avez une pression de sommeil qui augmente de façon tout à fait considérable. Mais ça dépend aussi de l'heure de la journée. Si vous faites une nuit blanche,
vous voyez que vous avez de plus en plus envie de dormir, en particulier vers 4-5 heures du matin. Et puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit tiens, puisque c'est le 31 décembre, on va faire la soupe à l'oignon, donc il va falloir rester réveillé jusqu'à 7 heures du matin. Ce n'est pas une bonne idée. Vous vous sentez très fatigué, vous avez vraiment envie de dormir. Et puis quand la soupe à l'oignon arrive, malgré que vous n'ayez pas dormi, ça va plutôt mieux. Vous êtes plutôt en forme, vous dites finalement, c'est pas mal. Et à 15 heures, vous savez que vous avez fait une nuit blanche, parce que là, c'est plus une envie de sieste, c'est vous vous effondrez complètement. Vous avez vraiment envie de dormir. D'accord ? Donc il faut savoir que notre besoin de dormir dépend de l'heure de la journée et de la quantité de veille préalable. Alors pourquoi on ne peut pas dormir quand on veut ? Ce serait quand même mieux de pouvoir dormir quand on veut. Du fait de l'interaction entre les rythmes veille-sommeil et les autres rythmes biologiques. Et vous voyez que malheureusement, actuellement, 1 actif sur 5 travaille en décalé. C'est l'enquête de 2018. 79% des gens répondent qu'ils ont des horaires réguliers, principalement de jour, quand on leur demande leurs horaires de travail, mais que 21%, c'est-à-dire 1 sur 5, ont des horaires réguliers, principalement la nuit, donc bien entendu décalés, ou irréguliers et décalés. Et parmi ces 21%, ils sont plus nombreux à peu dormir. Donc je vous ai dit, le fait de travailler la nuit, ça vous met en restriction de sommeil, et à avoir des troubles du rythme veille-sommeil. On passe de 29% chez les gens qui travaillent en horaire décalé versus 18% pour ceux qui ne le font pas. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à dormir quand on veut ? Bien parce qu'il y a d'autres rythmes biologiques. Vous avez en particulier le rythme de la température. On s'endort à la défervescence thermique. Donc notre température est minimale le matin. C'est pour ça que quand vous êtes hospitalisé, on prend la température le matin. Si vous avez 38 de température le soir, ce n'est pas de la fièvre. Si vous avez 38 le matin, c'est de la fièvre. Et ça monte dans la journée. Donc quand on va se coucher, la température chute. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait une chambre qui soit trop chaude, puisqu'il va falloir évacuer la température. Donc il faut que la température extérieure puisse recevoir. Et vous savez qu'on dort plus mal l'été puisqu'il fait plus chaud. Et bien entendu, le sujet qui travaille la nuit, lui, il va se coucher là. Et donc, à ce moment-là, la température monte. Et c'est un signal que c'est le matin et qu'il ne faut pas dormir. Donc, c'est très bien pour le type qui travaille la journée parce que ça le met en chauffe. Alors, vous voyez que le fait de faire une activité physique régulière augmente ce contraste entre le jour et la nuit, puisqu'on a une amplitude de la variation thermique qui est plus importante chez ceux qui ont une activité physique régulière par rapport à ceux qui restent sédentaires avec une courbe qui est beaucoup plus plate. Et puis, bien entendu, vous avez les rythmes hormonaux. Alors, comme première hormone, il y a d'abord le cortisol, qui est l'hormone du stress, mais qui est aussi une hormone qui est sécrétée le matin. C'est cette courbe-là, la courbe noire. Et donc, le taux de cortisol monte le matin, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de consommer de l'énergie. Donc, on va être en forme. Pour ceux qui font une corticothérapie, il faut toujours prendre la corticothérapie le matin, parce que si vous la prenez le soir, vous passez une nuit blanche. Sauf que celui qui travaille la nuit, il se prend une petite giclée de cortisol quand il arrive le matin pour se coucher. Et donc, il n'a pas vraiment envie de dormir. Et donc, un certain nombre de sujets qui travaillent la nuit vous disent « moi, le matin, je n'arrive pas à m'endormir. » Donc, il faut qu'il attende midi pour arriver à s'endormir. Une deuxième hormone qui est importante, c'est la mélatonine. Alors, la mélatonine, c'est l'hormone de la nuit, c'est-à-dire c'est une hormone qui est sécrétée pendant qu'il fait noir. Et la sécrétion s'arrête quand il fait plus noir et que le jour se lève et la couleur du ciel, elle est bleue. Et donc le bleu va interrompre la sécrétion de mélatonine. Alors bien entendu, on peut jouer avec la sécrétion de mélatonine en éclairant plus tôt le matin, ça va décaler la sécrétion plus tôt en soirée. Et un certain nombre d'adolescents vont prendre leur portable ou leur tablette qui est enrichie en lumière bleue pour avoir un meilleur contraste et ils vont s'éclairer le soir à peu près entre une demi-heure et 2 heures entre le moment où ils ont décidé de se coucher pour dormir et le moment où ils vont de fait éteindre le portable. Et donc pendant 2 heures, ils sont astreints à la lumière bleue et bien entendu, ça décale d'autant leur sécrétion de mélatonine qui déjà a tendance naturellement à se décaler au moment de l'adolescence et bien entendu, ça ne va pas favoriser l'endormissement et ça va favoriser bien entendu un éveil très long. C'est cette mélatonine qui est responsable de notre sensation de décalage horaire. Si vous allez aux États-Unis, eh bien forcément votre mélatonine aux États-Unis, si vous allez, un Américain, il a la mélatonine qui est ici. Quand il arrive en France, il va falloir qu'il la redécale. Et vous, quand vous allez aux États-Unis, pareil.
Alors, ça met une 8aine de jours à se recaler. Donc, si vous restez que 8 jours aux États-Unis, pas besoin d'essayer de vous caler aux États-Unis, puisque de toute façon, il faudra vous recaler au retour. Si vous restez 3 mois, ça vaut le coup de se recaler. Et avec la mélatonine, on peut accélérer ce recalage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mélatonine, ce n'est pas un somnifère. La mélatonine, c'est un donneur de temps. Et donc, quand on est dans le Grand Nord, eh bien, en hiver, les jours sont courts, avec beaucoup de mélatonine pendant la nuit. Et pendant l'été, les jours sont longs et il y a peu de mélatonine, ce qui permet à l'ours de savoir si on se rapproche de l'hiver, parce qu'il n'y a pas de montre, lui. Donc, il faut bien qu'il ait une information pour savoir qu'il va devoir hiberner. Donc, il va falloir stocker la nourriture. Okay ? Et donc, cette mélatonine comme donneur de temps est quelque chose de très important. Et puis, vous avez l'hormone de croissance. Alors, elle est directement liée au sommeil lent profond. L'hormone de croissance, vous avez un pic au moment du sommeil lent profond. Et donc, le fait, en effet, de ne pas pouvoir faire de sommeil lent profond parce que vous n'allez pas vous coucher en début de nuit, eh bien, vous allez avoir, bien entendu, un défaut de la sécrétion d'hormones de croissance. Alors, les nanismes par restriction du sommeil sont tout à fait exceptionnels chez l'enfant parce qu'il faut vraiment des restrictions très importantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une remise à l'heure des horloges endogènes. Je vous ai dit qu'on avait des rythmes. Ces rythmes sont calés à peu près sur 24 heures. Ceux du matin, ils sont plutôt sur 23h30. Ceux du soir, ils sont plutôt sur 24h30. Et pour se recaler, on va utiliser l'alternance jour-nuit, on va utiliser les heures de repas, on va utiliser les heures de lever et de coucher fixes, et bien entendu les rythmes sociaux. Et donc tous ces donneurs de temps vont nous permettre de nous recaler et donc d'avoir un rythme veille-sommeil qui est tout à fait stable au cours de l'année. Bien entendu, si vous vous décalez en permanence, eh bien, tous ces rythmes vont être moins bien. Alors, à quoi ça sert le sommeil? Parce que je veux dire que là, on vous a expliqué comment marchait le sommeil, mais il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais enfin, le sommeil, ça ne sert pas à grand-chose ». Alors, pour savoir à quoi ça sert, on fait des privations de sommeil, soit totales, soit partielles. Alors, les privations totales chez l'animal, alors, vous voyez, il y a ce dispositif qui a été mis en place par Richardson et collaborateurs, il y a une plaque qui tourne, et vous avez les deux rats, un qui est témoin, l'autre qui est dans la chambre expérimentale, et dès que ce rat s'endort, il fait des ondes lentes, et à ce moment-là, la plaque tourne. Et là, il y a de l'eau, donc si le rat ne se réveille pas, il tombe dans l'eau. Donc, il est en privation de sommeil. L'autre, bien entendu, peut dormir quand le rat expérimental est réveillé. Eh bien, on observe quoi? Un décès en quelques semaines par disparition de la thermorégulation. C'est-à-dire que le rat commence à avoir 41 de fièvre, puis il tombe à 35. Il a une consommation énergétique absolument extraordinaire, alors qu'il maigrit, et donc il finit par décéder. Alors, chez l'homme, celui qui détient le record, c'est Randy Gardner, qui l'a fait en 64. Il est resté 264 heures sans dormir, c'est-à-dire 11 jours, 11 nuits. Depuis, on a décidé, le Guinness Book, parce que ce n'était pas du tout scientifique, son histoire, et le Guinness Book a refusé de prendre d'autres records de restriction de sommeil parce que vous avez des troubles cognitifs importants, c'est-à-dire qu'il a perdu la mémoire. On l'a interrogé, on lui disait, voilà, est-ce qu'au 10e jour, tu retranches 5 à 100 jusqu'à 0? Vas-y, alors 100, 95, 90, 85, 80. Vous m'avez demandé quoi? Donc ça, c'était son niveau de mémoire, d'accord, au 10e jour. Donc vraiment un problème de mémoire. Et puis il commençait à considérer que l'équipe qui était là pour le soutenir, en fait, il voulait l'empoisonner parce qu'il avait de plus en plus sommeil et que donc il devait lui mettre des somnifères dans son alimentation. Donc il devenait un peu parano. Et donc c'est des choses tout à fait importantes. Alors quand on fait des privations chroniques, quand on fait une réduction de sommeil de 30 minutes, ça avait été fait à un moment donné par un certain nombre de militaires pour essayer d'augmenter le temps utile des soldats. Et on réduisait de 30 minutes le sommeil par nuit, on faisait une nouvelle réduction tous les mois. Alors on observe des effets sur le corps, prise de poids, insulino-résistance, troubles immunitaires, douleurs, et surtout des effets sur le cerveau, irritabilité, troubles de l'humeur, troubles cognitifs, somnolence, je vais vous en parler. Alors, prise de poids. Oui, quand on fait une privation chronique de sommeil, on observe une prise de poids. Alors, on a une échelle mondiale au niveau des États-Unis. Vous voyez, 1960, 1980, 2000. Vous avez ici les heures de sommeil moyennes de la population américaine. Et ici, la prévalence de l'obésité, c'est-à-dire le pourcentage d'obèses par État.
Et vous voyez que en 1960, ils dormaient 8h30. En 2000, ils dorment 7h30. En 1960, il y avait 15% d'obèses. On est passé à 22%. Et la courbe s'est accentuée. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, actuellement, on est à 30% d'obèses par État. Et ça correspond à la réduction, en grande partie. Alors, il y a eu la malbouffe aussi, mais il y a incontestablement la réduction du temps de sommeil. Alors, pourquoi on grossit quand on ne dort pas assez? Eh bien, parce que vous avez deux hormones, la leptine, et vous voyez ici le taux de leptine après 2 jours de 10 heures de sommeil, en bleu, et après 2 jours de 4 heures de sommeil, vous voyez que le taux est beaucoup plus bas. Or, la leptine, c'est une hormone qui vous coupe l'appétit, qui vous permet de passer une nuit tranquille sans être réveillé par une grande fringale. Et puis, vous avez une autre hormone qui s'appelle la gréline, qui, au contraire, stimule l'appétit. Vous voyez que quand on vous prive de sommeil, cette hormone augmente et, par rapport à quand, au contraire, vous dormez correctement. Et donc, si je vous prive de sommeil, la balance gréline-leptine est inversée et, bien entendu, je vais manger beaucoup plus et je vais prendre du poids. Si je suis en privation de sommeil, je vais aussi avoir beaucoup plus de douleurs. Alors, ça a été montré dans la polyarthrite avec une nuit de base et puis une nuit de privation. Et on a une augmentation des douleurs le matin lors de la nuit de privation. Donc, on a une augmentation des phénomènes douloureux. Mais surtout, le sommeil va entraîner un dysfonctionnement cérébral beaucoup plus important, avec des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, de la concentration chez l'enfant, un syndrome hyperactivité, déficit attentionnel. Et globalement, on se sert actuellement de la privation de sommeil pour mimer les formes débutantes d'Alzheimer, pour tester des molécules, pour savoir si ça pourrait servir à quelque chose dans l'Alzheimer. Donc, on oblige des jeunes à ne pas dormir pendant une nuit. On les teste avant, après, avec le médicament ou sans le médicament, pour voir si ça marche. Donc, les troubles cognitifs sont très importants. Alors, bien entendu, la privation de sommeil, ça marche chez le rat. Vous voyez qu'un rat contrôle, on lui demande de trouver la nourriture dans ce labyrinthe à 8 branches. Le contrôle est ici, et ça, c'est le nombre d'erreurs qu'il fait. Ben, quand on le prive de sommeil, les erreurs, vous voyez, sont multipliées par 4. Alors après, on essaye de corriger avec la caféine, la nicotine, etc. Mais donc, chez le rat, pas de problème. Le fait de le priver de sommeil fait qu'il a trouble de la mémoire. Chez l'homme, c'est pareil. Alors là, par contre, on a montré que le sommeil améliore la mémoire. Ici, vous apprenez une liste de mots à 10 heures du matin. On vous demande de la réciter à 10 heures du soir. Vous voyez que sur la liste de mots, vous vous souvenez autour de 23 mots. Et puis, on vous fait passer une nuit. Le lendemain matin, on vous interroge et vous en savez plus. Alors ça, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que le fait d'apprendre le soir, s'ils dorment derrière bien, ils seront meilleurs à l'examen. Par contre, s'ils travaillent toute la nuit, ils seront en privation de sommeil, ils seront moins bons. C'est-à-dire, ce qu'ils auront appris la nuit, ça sera effacé. D'accord ? Et c'est bien le sommeil qui fait ça, puisque si j'apprends à 10 heures du soir et que je vous teste à 10 heures du matin, vous êtes d'emblée comme après la nuit. Donc, incontestablement, le sommeil permet de consolider ce qu'on a appris dans la journée. Alors, ça, c'est connu depuis très longtemps. Le docteur Poulizac, à Vendeuvre et Nancy, s'était intéressé en 1979 au sommeil, la durée du sommeil chez des enfants de 8 à 11 ans, pour savoir ceux qui étaient en retard scolaire et ceux qui étaient en avance scolaire. Ceux qui dormaient moins de 8 heures, entre 8 et 11 ans, il y en avait 61% qui étaient en retard scolaire, 0% en avance scolaire. Ceux qui dormaient plus de 10 heures, il y en avait toujours qui étaient en retard scolaire, parce que ce n'est pas parce que vous dormez que vous apprenez. Mais il n'y en avait que 13% au lieu de 61%, et il y avait 11% d'élèves qui étaient en avance scolaire. Donc on sait depuis 1979 l'importance du sommeil chez l'enfant pour les apprentissages. Et maintenant, on a un certain nombre de données sur le fait que dormir, ça sert à se souvenir et à oublier ce qu'on doit oublier. Ici, vous avez une manipulation dans laquelle on vous présente un mot. Ici, c'est arbre en anglais. Et puis, on vous dit, il faut vous le retenir, remember. Puis, on vous présente un autre mot, cat, le chat. Et puis, ici, la consigne, c'est de l'oublier. Et donc, on vous montre ça. Donc, une série de mots comme ça avec la consigne.
on vous fait bien entendu une évaluation. Et puis, il y a 2 groupes, ceux qui ne dorment pas et ceux qui peuvent dormir 100 minutes. Et on regarde ce qui se passe. Eh bien, ceux qui ne peuvent pas dormir, ben, ils se souviennent de 7 mots. Et ceux qui ont pu faire une grosse sieste, ils se souviennent de 13 mots. Des mots dont il fallait se souvenir. Ils se souviennent autant de mots qu'il fallait oublier. Donc, notre mémoire va nous permettre de faire un tri sur ce qu'on a appris dans la journée. Alors donc, le sommeil, ça sert à réorganiser la mémoire. Ça veut dire, bien entendu, qu'on ne veut pas stocker le sommeil. On ne peut pas dormir par anticipation de ce qu'on va apprendre. Et qu'on a besoin de plus de sommeil quand on apprend plus. C'est pour ça que les enfants et les adolescents et les étudiants ont besoin de plus de sommeil. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, on sait que la mise en mémoire passe par une modification des synapses, c'est-à-dire des zones de contact entre les 2 neurones, et que quand j'apprends quelque chose, je vais modifier pour que ça passe mieux entre ces 2 neurones. Ces modifications durables de l'efficacité synaptique ont été mises en évidence en 1973. Il y a eu énormément de travaux dessus, et incontestablement, cette modification des synapses et l'importance des synapses est apparue tout à fait considérable dans la mise en mémoire. Alors, comment s'est fait le cerveau? C'est un cerveau adulte avec toutes ces circonvolutions. Ici, donc, c'est une coupe avec ici la substance grise qui comporte 6 couches de neurones, et chaque neurone comporte une quantité impressionnante de synapses, puisque sur un neurone, vous avez entre 1000 et 10 000 synapses. D'accord? Selon, bien entendu, le type de neurone et le type de sujet. Et donc, ces synapses, eh bien, au départ, quand on est, vous voyez, ça, c'est un cerveau d'un enfant de 5 mois. 0 circonvolution. À 9 mois, vous voyez, il a pris la taille adulte. Ça, c'est les synapses d'un nouveau-né. À l'âge de 2 ans, voilà ce que c'est devenu. D'accord? Donc, il y a incontestablement une explosion des synapses. Les neurones se multiplient et se connectent. Et c'est cette connectique qui va bien entendu nous permettre de stocker beaucoup d'informations. Et ça, c'est tout connu, puisque ici, vous avez une cellule de Purkinje d'alligator, de souris, de chat et d'homme. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. Les synapses, plus on en a, et plus on fait des choses différentes, parce que l'alligator ne fait quand même pas terrible sur le plan de la mémoire. Il a une petite mémoire, c'est OK. Mais en fait, ce n'est pas quand même un animal extraordinaire de ce côté-là, au point de vue de ses productions. D'accord? Donc, incontestablement, ces synapses, et d'autre part, ça se fait toute la vie. La taille des cartes cérébrales dépend de l'activité. Alors ici, vous avez la représentation sur le cerveau des différentes zones chez un sujet normal. Donc vous voyez ici que vous avez la représentation de la sensibilité de la main. Et vous savez qu'à Lyon, il y a eu quelqu'un qui s'est fait greffer les mains, parce qu'il avait perdu ses 2 mains, on lui a greffé les mains. Et ils ont fait des analyses sur le plan de l'imagerie pour savoir s'il y avait à nouveau, parce qu'au départ, bien entendu, la représentation des mains était devenue inexistante. Il n'y avait plus de mains, donc on ne pouvait pas. On a greffé les mains, les nerfs ont repoussé. Bien entendu, il y a eu une rééducation de ce sujet. Et au fur et à mesure, il a pu se servir de ses mains. Et on voit, à 10 mois, 17 mois et 26 mois après la greffe, l'augmentation de la carte corticale des mains qui avait disparu. Donc notre cerveau, quand on stimule et qu'on fait réentrer, eh bien, une augmentation des synapses. Et donc ça va se faire d'une part pendant l'apprentissage, à la veille, et ça va se consolider pendant le sommeil. Bien entendu, si vous ne dormez pas, alors bien, il y a tout un tas de théories actuellement qui sont développées sur la façon dont le sommeil va réorganiser les informations que nous avons acquises durant la veille. Donc, apprendre, ça consiste à marquer des réseaux de neurones. Et donc, vous voyez qu'en sommeil lent, vous allez avoir à la fois une réactivation d'un certain nombre de choses et une modification par le sommeil paradoxal. Et donc, il y a tout un tas de travaux actuellement qui ont bien démontré que les différents stades de sommeil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal, vont nous permettre de stabiliser les modifications structurales que nous avons vécues dans la journée. Et maintenant, ça se traduit en images. En privation de sommeil, eh bien, on voit
que certaines régions du cerveau se développent moins bien. Et ça a été montré par une équipe parisienne à partir des habitudes de sommeil des adolescents qui ont montré que ceux qui avaient un temps au lit en week-end très long, eh bien, il y avait ces régions cérébrales qui étaient moins développées. Bien entendu, s'ils ont un temps au lit le matin, en week-end, ça prouve qu'ils sont en privation de sommeil pendant la semaine de façon importante. D'accord ? Et bien entendu, ceux qui avaient un temps en sommeil, il y a d'autres régions qui sont moins développées. Donc actuellement, on peut dire que quand vous manquez de sommeil, vous allez perturber le développement d'un certain nombre de régions cérébrales. Et puis plus récemment, on a pu mettre en évidence qu'au cours du sommeil, le liquide, l'espace entre les neurones, qui est occupé par un liquide, eh bien cet espace va se augmenter de volume pendant qu'on dort. Alors ça, bien entendu, c'est chez la souris. Pendant qu'elle dort, on injecte un produit vert qui ne va pas du tout rentrer dans les cellules, mais simplement qui est dans l'espace extracellulaire. Et vous voyez la taille de l'espace extracellulaire. Et quand la souris est réveillée, on injecte un produit jaune et vous voyez que le volume de distribution est beaucoup plus petit. Et donc, les auteurs, Luluxi, a bien montré qu'un certain nombre de métabolites pouvaient être évacués pendant le sommeil à ondes lentes, puisque l'espace extracellulaire est beaucoup plus vaste, et donc on peut drainer ces métabolites. Et donc, pour conclure, si le manque de sommeil favorise l'obésité, le diabète, la dépression et l'Alzheimer, bien on peut se demander pourquoi la société actuellement favorise le manque de sommeil en faisant ouvrir les magasins jusqu'à minuit dans les zones de tourisme et obligeant comme ça des gens à être en privation de sommeil, à la fois côté consommateur et côté vendeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Et cette dernière diapositive tombe à pic parce que, j'allais dire, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, vous avez publié ce livre « Quand le sommeil nous éveille, dormir pour construire son cerveau » aux éditions Solar, et il a été publié en 2017. Voilà, pour continuer à en savoir plus. Alors, le temps est venu des questions, donc il vous suffit de me faire signe pour pouvoir prendre la parole. Moi, j'ai une toute première question, Marc, s'il vous plaît. Quand on voit l'importance du sommeil sur le développement cérébral et sur les rythmes même du cerveau, avec toutes les études qui sont faites sur le cerveau humain indépendamment du sommeil, est-ce que dans le protocole d'études, on va prendre en compte justement si les personnes qui participent à l'expérimentation, par exemple, n'ont pas de dette de sommeil ou ont toutes un rapport au sommeil équivalent pour que ça ne trouble pas en fait les analyses? Alors, c'est en effet une question très importante qui, pour l'instant, n'a pas été vraiment prise en compte et qui peut expliquer un certain nombre de difficultés de reproduire certains résultats. Puisqu'en effet, très souvent, on va faire des manips chez le sujet sain, mais on ne va pas lui poser des questions sur comment il a dormi. Et alors que dans d'autres études, on utilise justement la privation de sommeil pour montrer les déficits. D'accord ? Et donc, il y a un certain nombre de reviewers qui ont dit « Non, mais attendez, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées, mais on ne sait pas du tout si les gens ils avaient dormi correctement, si on leur a fait passer les tests le matin ou l'après-midi. Et donc, quelle est la validité ? Et ça explique peut-être qu'il y ait parfois des défauts de reproductibilité, parce que c'est sûr que si vous faites passer un test à l'heure de la sieste ou au contraire chez quelqu'un qui est bien réveillé le matin, qui est en pleine forme, il n'y a pas forcément les mêmes résultats. Très bien. Alors, allez-y, je suis sûre que vous avez forcément des questions. Je lève aussi les yeux pour là-haut. Donc, il y a une première main. Oui, allez-y, monsieur. Il faut bien que quelqu'un commence. Oui, exactement. Si c'est une question de détail, enfin de détail. Il y a, alors je ne me rappelle plus très bien, il y a peut-être une vingtaine d'années, on a prétendu que les gens qui étaient atteints de dépression névrotique et qui dormaient beaucoup, il y avait intérêt à les réveiller plus tôt pour les améliorer. Est-ce que c'est une idée qui tient toujours Effectivement, dans la dépression, alors c'est un peu en effet étrange. Dans la dépression, on a des gens qui, d'une part, vont avoir tendance à se réveiller très tôt le matin, très angoissés,
et qui vont avoir tendance à beaucoup dormir dans la journée. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit du sommeil aussi bon, si vous voulez, que le sommeil de nuit. Et c'est plus une espèce de somnolence qui va s'intégrer dans une démotivation, dans la symptomatologie dépressive. Et donc, en effet, on a proposé de supprimer, de faire une nuit blanche. Et quand on fait une nuit blanche, une seule, le lendemain, on est plutôt excité. Et donc, c'est cet aspect-là, cette espèce de virage maniaque qui était un peu cherché. Sauf que, globalement, ça a toujours très peu tenu. C'est-à-dire qu'on fait passer 2 nuits blanches, le sujet est un peu mieux, et il refait une nuit et il retombe dans son état dépressif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a pu être proposé comme traitement antidépresseur. Mais là, on utilisait l'excitation de la privation aiguë de sommeil. Attention, je vous ai parlé de privation chronique. La privation aiguë, on va être en effet un peu excité, plutôt euphorique, avec un peu des troubles du jugement. Mais si vous voulez, ce n'est pas comme la privation chronique, où là, au contraire, on va avoir une dépression qui apparaît chez quelqu'un qui est en privation chronique. Alors, il y a une question tout là-haut. Oui, bon, je voulais savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que le sommeil est curateur, c'est-à-dire pour combattre certaines maladies, peut-être des maladies bénignes. Alors, le sommeil est curateur à 2 niveaux. Premièrement, il interagit avec le système immunitaire et il y a un certain nombre si vous voulez, de médiateurs de l'inflammation qui vont être sécrétés pendant le sommeil, donc ça va permettre une récupération. Il a également la sécrétion, je vous l'ai dit, d'hormones de croissance qui va permettre la réparation d'un certain nombre de lésions. Et puis surtout, si vous voulez, ça c'était les anciennes notions. Et puis surtout, il est curateur pour notre mémoire. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour organiser l'information qu'on a appris la journée. Et ça va bien entendu nous permettre de voir les choses différemment. D'ailleurs, ça vous arrive de temps en temps. Le matin, vous vous réveillez, vous aviez un problème la veille qui vous semblait insoluble, ou surtout si vous avez pensé au milieu de la nuit, et le matin, vous avez une solution. Ça prouve bien que vous travaillez et que votre cerveau travaille pendant la nuit et va vous donner des solutions. Et donc, il est curateur en ce sens qu'un certain nombre de problèmes que vous avez, vous les aurez plus le lendemain, ou ils auront été vus différemment. Après, il y avait une question là-haut. Oui. Oui. Alors, le micro va vous arriver, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Ma question, c'est, savez-vous comment gère-t-on le sommeil du personnel navigant aérien transcontinental? Alors, là, c'est une question qui est, pour ce qui est du personnel navigant en transcontinental, donc il va être soumis à des décalages horaires. Là, malheureusement, ça va être assez compliqué et ça dépend un peu des rythmes de travail. C'est-à-dire que très souvent, on va demander aux pilotes de rester sur le rythme du pays d'origine, en disant vous ne restez pas suffisamment longtemps en décalage horaire pour essayer de changer le rythme. Donc, vous vivez dans le pays de destination avec les mêmes horaires que le pays d'origine pour essayer d'éviter ça. Alors après, bien entendu, il faut surtout qu'ils connaissent leur sommeil de façon à savoir si c'est des gros dormeurs, des courts dormeurs, etc. Et ils peuvent éventuellement gérer ces déficits en faisant des sommeils flash dans la journée pour ne pas être complètement coupé de cette histoire. Quand même, le personnel navigant a généralement des périodes de repos après les voyages long courriers qui leur permettent de récupérer des rythmes biologiques en phase. Mais je veux dire que c'est sûr que c'est un surcoût, comme le fait de travailler la nuit, et qui est quand même compliqué. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à le supporter, donc il faut à ce moment-là arrêter les voyages transméridiens. Mais dire, ça a des implications financières qui ne sont pas anodines. Mais c'est compliqué, là. Oui. Alors, il y a une question juste au-dessus du vidéoprojecteur et ensuite monsieur à droite. On parle aussi souvent de sommeil polyphasique, même à l'âge adulte.
Et selon les témoignages, les gens ne souffrent pas pour autant de problèmes de mémoire ou quoi que ce soit, se sentent très très bien, alors qu'ils ne respectent pas forcément les cycles que vous avez énoncés. Ah, si, ils respectent les cycles, mais ils ne respectent pas. Alors, ça c'est très important comme question. Si vous voulez, le sommeil monophasique nocturne est une invention de l'ère industrielle. C'est-à-dire que quand vous prenez la façon de dormir dans des populations agraires, bien entendu, il y a des plages de sommeil diurne. Les champions du sommeil polyphasique actuellement, c'est plutôt les Japonais, qui vont avoir un temps de sommeil nocturne qui est plutôt de 6h30 et un temps de sommeil diurne quotidien de 1h30. D'accord ? Donc, le sommeil polyphasique, c'est le fait que je vais faire quelques cycles de sommeil en période diurne. C'était quelque chose qui était très, très développé dans les populations agraires. Il ne viendrait à l'idée à aucun paysan d'aller labourer entre midi et 2. Ça, c'est juste impossible. D'accord ? Donc, il va faire plutôt la sieste. D'accord ? Parce qu'il y a le plein soleil et qu'il s'est levé très tôt le matin. Donc, le sommeil polyphasique, oui, à condition qu'il respecte la quantité de sommeil dont vous avez besoin et que vous ne soyez pas en privation de sommeil. Mais par contre, en effet, mais le problème, c'est que notre civilisation industrielle fait qu'il y avait 8 heures à l'usine et la journée continue avec une demi-heure de pause. Donc, ça voulait dire que vous ne dormez plus dans la journée. Donc, c'est une invention de l'ère industrielle, le sommeil monophasique nocturne. D'accord ? Donc, ce n'est pas réparti sur l'ensemble de la planète. Et monsieur, juste là. Ah, vous aviez aussi une question. Je passe à monsieur et puis vous reprenez la parole juste après. J'ai lu et pratique le fait que réveiller pour des raisons physiologiques plusieurs fois dans la nuit, le fait de garder les yeux fermés et de ne pas accommoder permettait un rendormissement plus rapide. Je le pratique et ça marche apparemment pas mal. Oui. Alors, si vous voulez, il y a 2 éléments. Premier élément, vous pouvez de fait vous réveiller, vous êtes en fin de cycle, et vous allez éviter de commencer à trop bouger, et vous allez vous rendormir. Ça, de fait, ça marche très bien. Par contre, un certain nombre de sujets, ils vont se réveiller en ayant l'impression que la nuit est finie. Ils n'ont plus sommeil du tout. Et donc, s'ils restent dans le lit, ils vont s'énerver. Et donc là, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils quittent le lit pour se rendre compte dans une autre pièce que la nuit n'est pas finie et que de fait, ils ont encore sommeil. Donc, il faut à ce moment-là se lever. Donc, selon comment vous vous réveillez en fin de cycle, soit vous dites je sens que j'ai sommeil, je suis bien. À ce moment-là, je suis bien dans le lit. C'est pas je sens que j'ai sommeil, c'est je suis bien dans le lit. Donc, vous restez tranquille, les yeux fermés, vous allez vous rendormir. Par contre, s'il y a un souci qui vous arrive, que vous commencez à vous dire « non, c'est pas possible, il va falloir que je fasse ça, etc. », là, il faut quitter le lit, parce que votre lit devient un endroit où vous ne pensez plus à dormir, mais vous pensez à vos soucis. Mademoiselle. De combien de temps aurait-on besoin le matin pour reconnecter notre cerveau, donc pour passer de la phase de sommeil à la phase de veille? Alors, ça dépend des sujets. Les sujets du matin, ils ont besoin de quelques poignées de secondes. Les sujets du soir, ils ont plutôt des poignées de minutes, voire une demi-heure, 1 heure. Hein. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Alors, bien entendu, quand vous êtes dans l'inertie du sommeil, vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez encore très sommeil, alors qu'en fait, non, vous allez vous réveiller, mais il vous faut du temps pour vous réveiller. Et ce n'est pas que votre nuit a été mauvaise. Et donc, quand vous êtes dans l'inertie du sommeil, il va falloir une demi-heure, 3/4 d'heure pour certains, pour le café, la douche, pour se sentir en forme. Et ça se voit plutôt, cette inertie du sommeil, chez les gens du soir, qui ont du mal le soir à démarrer, le matin à s'arrêter. Mademoiselle. Madame, pardon. Bonsoir. Dans le cas d'une hémiplégie de naissance, pensez-vous que le sommeil puisse stimuler d'autres diphases, c'est ça? Non. Il y a les neurones et il y a tout. Dans les cellules gliales? Oui. Non, les synapses, oui, oui. De façon à retrouver un autre cheminement pour la motricité. Alors, c'est très compliqué, votre question, parce que, si vous voulez, dans l'hémiplégie cérébrale infantile, le fait d'avoir, en effet, il faut voir d'abord
si ça s'accompagne de crise d'épilepsie ou pas de crise d'épilepsie. Parce que parfois, ça peut s'accompagner de crise d'épilepsie. Quand ça ne s'accompagne pas de crise d'épilepsie, le sommeil va être profitable, mais il est certain que selon l'intensité des lésions, il y a un certain nombre de choses qui ont malheureusement été perdues et qui vont régler la motricité, pas tellement au niveau cortical, mais au niveau sous-cortical. Très souvent, les gens qui ont une hémiplégie cérébrale infantile récupèrent mal le bras alors qu'ils arrivent à marcher. Vous voyez ? Donc, parce que la jambe va être réglée par des choses plus simples quand on marche, alors que la motricité digitale est quelque chose de beaucoup plus fin. C'est sûr que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il va y avoir des séances de rééducation, il faut dormir derrière parce que c'est fatigant quand il y a eu des lésions neurologiques, parce que vous allez de fait faire des synapses et donc il faut prévoir un temps de récupération derrière. Merci à vous. Donc, mademoiselle, allez-y. Alors, j'aimerais savoir, un rêve, ça dure environ combien de temps? Alors, le rêve, ça a une durée qui est variable. Les rêves de début de nuit, ils sont courts, 5 minutes. Les rêves de fin de nuit peuvent être de 20 minutes. D'accord ? Et pendant très longtemps, on se posait la question, comment essayer de savoir si le rêve il a été long ou court. Et on s'est basé là-dessus pour déterminer cette longueur sur le nombre de mots racontés dans le rêve. Et on s'est rendu compte que quand vous avez une phase paradoxale qui est longue, et on réveille le sujet, eh bien, quand ils nous racontent un rêve, ceux qui rêvent beaucoup, eh bien, ils vont nous raconter un rêve long. Si la phase paradoxale est courte, le rêve va être court. D'accord ? Et donc, incontestablement, pendant toute la phase paradoxale, il y a en effet des choses, etc. Et donc, on a des longueurs qui sont très variables. Et quand vous faites attention à vos rêves, vous vous souvenez de beaucoup plus de choses. D'accord ? Donc ça va un peu, si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai parlé dans ces manips, c'est de grands rêveurs. Quand c'est des gens comme tout le monde qui n'ont jamais fait attention à leurs rêves, au début, ils ont des souvenirs qui sont assez courts, parce que ça part très vite. Un rêve, le matin, vous dites, tiens, j'ai fait un rêve super, je vais te le raconter. Si vous attendez midi, vous l'avez oublié. Il est parti. D'accord ? Donc, on a vraiment des problèmes pour se souvenir des rêves. Monsieur. Il se dit volontiers que Napoléon Ier dormait 5 à 6 heures par nuit. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ? Alors, d'abord, on pense que Napoléon Ier avait un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui l'a mené à dormir sur une chaise, les bras sur le dossier et la tête en bas, de façon à ce que sa base de langue soit plutôt projetée en avant et lui permette de respirer. Et donc, bien entendu, il ne pouvait pas bien dormir la nuit. Et donc, de fait, il dormait de façon très brève la nuit et il dormait beaucoup, il dormait pas mal la journée, donc il avait un sommeil qui était quand même très polyphasique, a priori. Alors, allumez tout de même votre micro. Donc, des rêves, est-ce qu'il y a des rêves qui améliorent la qualité du sommeil ? Ou est-ce qu'il y a des rêves qui, justement... Alors, globalement, la majorité des rêves sont plutôt négatifs que des beaux rêves positifs, etc. Alors, il y a des rêves qui vont bien entendu être très délétères pour la qualité du sommeil, et en particulier dans le cas des névroses post-traumatiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des cauchemars récurrents sur un traumatisme qui leur est arrivé. Et actuellement, il y a eu tout un tas de travaux sur comment essayer d'améliorer cette gestion des cauchemars. Et on peut le faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les rêves lucides. C'est-à-dire qu'un certain nombre de sujets rêvent et savent qu'ils sont en train de rêver. D'accord ? Et Isabelle Arnould, la pitié salpêtrière, a enregistré des rêveurs lucides avec qui elle a passé un code. Vous voyez qu'on peut bouger les yeux. Et donc, elle a dit, voilà, quand vous avez le rêve, quand vous êtes en train de rêver et que vous savez que vous êtes en train de rêver, bougez 2 fois les yeux à droite, 2 fois les yeux à gauche, et puis une fois à droite. Et c'est ce qu'ont fait les gens. Et le lendemain, ils ont dit, oui, pendant que j'ai rêvé, je vous ai envoyé le code comme on avait dit. Donc, le rêve lucide, ça existe. Et du coup, on peut s'en servir pour les gens qui ont des cauchemars récurrents. C'est-à-dire qu'ils vont écrire leur cauchemar le matin au réveil, et puis le soir, ils vont le relire en essayant de modifier la fin, de modifier le rêve.
Et quand ils rêvent, on leur dit, bien entendu, vous essayez de savoir que c'est un rêve et que donc vous pouvez mettre la nouvelle fin. Et bien, ça marche. C'est l'histoire dont vous êtes le héros, c'est un peu ça. Il y a une question là-haut. Bonsoir. Au début de la conférence, vous avez parlé de micro-sieste et certaines personnes avaient fait l'expérience justement de ne dormir que par micro-sieste sans utiliser de grandes phases de sommeil. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact Alors, ça c'est ce que vont faire par exemple les navigateurs solitaires qui vont avoir une réduction du temps de sommeil pendant le temps de la navigation. Et donc, ils vont gérer avec des micro-siestes, de fait avec des sommeils flash et un sommeil nocturne qui est très réduit. Ça peut durer un certain temps. Un certain temps, c'est 3-4 mois, c'est le Vendée Globe. Au-delà, on court quand même des risques importants sur le plan mémoire et fonctionnement cognitif. Donc, certes, ça peut permettre de passer un cap de façon à supporter une privation de sommeil, et ça c'est très important, de prévoir justement d'avoir des micro-siestes, etc., ou de faire des cycles quand on peut le faire dans la journée, etc. Donc ça fait partie de la gestion du sommeil qui est intéressante, à condition qu'on sache qu'on est en restriction de sommeil et qu'il va falloir prévoir une plage de récupération quand on sera dans des conditions meilleures. Et c'est utile, oui. Alors, il y a une question là-haut, ensuite monsieur, madame, et voilà, j'en ai déjà 4. Après, j'ai vu des mains aussi. Là aussi. Bon, bah, dis donc. Allez-y. Allez-y. On a pas mal parlé notamment donc, de rêves. Est-ce qu'on comprend vraiment l'utilité des rêves dans notamment la réparation de la nuit, etc. Alors, il y a eu des travaux très importants sur le rôle des rêves dans la consolidation de la mémoire procédurale. Ça veut dire quoi? Vous avez deux grands types de mémoire, pour faire simple. La mémoire déclarative, Paris, la capitale de la France, et la mémoire procédurale, j'apprends à faire du vélo. Il semblerait que le sommeil lent est plus impliqué dans la mémoire déclarative et le sommeil paradoxal dans la mémoire procédurale. Alors, parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est très difficile de séparer les deux. Si vous apprenez un nouveau logiciel sur un PC, vous allez avoir une partie déclarative, c'est-à-dire vous savez comment le logiciel marche, et une partie procédurale parce que vous allez le faire avec la main. Et donc, les deux sommeils et la succession des deux sommeils est probablement très important pour consolider de façon le plus correcte possible ce qu'on a appris dans la journée et dont on veut se souvenir. Soit on veut se souvenir parce que c'est important pour nous, soit parce que émotionnellement, ça a été quelque chose d'important. Alors, on va prendre les 2 prises de parole ici, puis après, on va se concentrer sur la travée du haut, où j'ai vu plusieurs mains se lever. Monsieur. Y a-t-il une corrélation entre la nature, la fréquence d'un rêve et le profil du rêveur? Un brillant scientifique, un brillant littéraire, ou disons une intelligence un peu plus rustique? Est-ce qu'il y a des corrélations? Oui, dans la mesure où, dans le rêve, on va incorporer ce qui nous est arrivé, ce que nous avons pensé dans les jours qui précèdent. Je ne parle pas d'un certain nombre de rêves récurrents qui peuvent traduire des problèmes psychiques, de l'inconscient freudien, etc. Mais un certain nombre de rêves sont en rapport avec ce qu'on a fait les semaines précédentes. Et donc, si vous avez une activité scientifique, eh bien, vous allez avoir des rêves plus de cet ordre-là. Et les mathématiciens, en particulier Poincaré, avaient l'habitude, quand il avait des équations compliquées, eh bien, de se laisser aller à une rêverie et parfois y trouver des solutions le lendemain matin. Donc ça arrive. Donc oui, en fonction de ce que vous faites dans la journée, ça modifie la tenue de vos rêves. Madame, puis ensuite là-haut. Oui, bonsoir. Vous nous avez dit que le développement du cerveau se faisait tout au long de la vie. Or, il semble que nos neurones, dans le temps, aient tendance à diminuer, au moins en efficience, voire en nombre. En conclusion, on pourrait se dire qu'on a besoin de plus de sommeil en vieillissant parce qu'on a moins de neurones pour être efficace. Or, c'est l'inverse qui se passe en réalité. Alors, d'une part, on a
une réduction du nombre de neurones, mais qui n'est plus aussi tragique que ce qu'on a dit pendant un certain temps, parce que pendant un certain temps, on avait dit que les neurones ne se reproduisent pas. En fait, non, ils se reproduisent. Au niveau de la zone germinative, il y a un certain nombre, au niveau des ventricules, de la couche germinative, vous avez des neurones toute la vie qui se produisent et puis qui vont migrer et qui vont se mettre en place. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a tout un réseau, donc pour se insérer dans le réseau, c'est plus compliqué. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le problème, c'est que cette modification synaptique, à un moment donné, il y a un problème de place. Et donc, le sommeil va aussi servir à faire de la place, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la force de transmission synaptique dans certains aspects des ondes lentes, ce qui va permettre, si vous voulez, que... Et donc, en prenant de l'âge, ce qu'il y a de compliqué, c'est qu'il va falloir insérer les nouvelles connaissances dans les anciennes. Et ça, c'est du coup... Bon, tout ça fait que c'est un poil plus compliqué et que le sommeil ne sera probablement pas le seul facteur pour ce type d'insertion. Alors, je vais prendre un peu ici pour voilà, partager les prises de parole. Allez-y, madame. Oui, bonjour. J'ai une question en ce qui concerne la possibilité que quelqu'un perd son rythme de sommeil pendant des années. Et pour retrouver le normal, combien de temps ça va lui prendre? Est-ce qu'il ne va jamais vraiment pouvoir récupérer? Je pense peut-être à quelqu'un qui travaille la nuit ou qui n'arrive jamais à dormir la nuit pendant des années de suite. Merci. Alors, c'est en effet très important de savoir comment on va faire une rééducation rythmique. Alors, c'est pour l'instant trop récent pour que l'on puisse vous donner une réponse en termes de pronostic. Est-ce que ça marche toujours ou pas? Pendant très longtemps, on ne savait pas trop comment faire. Actuellement, on commence à avoir un peu plus d'idées sur comment recycler les gens, en particulier avec la photothérapie le matin. Donc, on éclaire le sujet le matin. On va essayer d'utiliser tout un tas de synchroniseurs de façon à ce que les choses se remettent en place. Et certains ont un rythme qui a été très, très altéré. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore, si vous facile... Enfin, on peut le faire, mais si vous voulez, c'est compliqué à mettre en place le dosage de la mélatonine de façon à savoir qui aurait plus intérêt à faire la photothérapie, qui aurait plus intérêt à prendre de la mélatonine, etc. Donc actuellement, il y a pas mal de travaux qui se font. On commence à mieux comprendre ces troubles rythmiques. Il y a le fait de faire du sport. Pour l'instant, il faut incontestablement multiplier les synchroniseurs externes, la lumière, le sport, le fait que la température dans la chambre ne soit pas trop élevée, le fait qu'il y ait une prise alimentaire qui soit régulière, à peu près à heure fixe, pas toute la journée, etc. Mais par contre, c'est long, et donc un certain nombre de gens se désespèrent un peu. Alors, madame, et n'hésitez pas, oui, à régulièrement relever la main, parce que je ne retiens pas... Oui, je voulais savoir si une dette de sommeil pouvait se compenser par des techniques hypnotiques. Alors, une dette de sommeil peut se compenser par des techniques hypnotiques sur le court terme. C'est ce que va faire Loïc Perron. Il fait de l'auto-hypnose sur son bateau de façon à pouvoir mieux vivre sa dette de sommeil. D'accord ? Mais c'est toujours dans le cadre de la gestion d'une privation qui est connue, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même que je redorme de façon plus tranquille. D'accord ? Enfin, plus régulière. Mais oui, ça fait partie, si vous voulez, des façons de gérer le sommeil. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Merci pour cet exposé très intéressant. On a beaucoup parlé du sommeil sur Terre. Qu'en est-il en apesanteur et dans l'espace? Merci. Alors, le problème du sommeil dans l'espace, c'était c'est vrai que on avait au départ des gros soucis en termes de rythme. Et Michel Siffre, le spéléologue français qui était entré dans un groupe et a montré qu'il y avait des rythmes endogènes, déjà, ça a permis de se dire que de fait, il y avait des rythmes endogènes et que donc dans l'espace, on allait pouvoir rythmer les gens.
Et donc, Thomas Pesquet va être rythmé avec des heures de coucher et de lever qui, bien entendu, ne sont pas fonction du lever et du coucher du soleil, parce qu'il y en a plusieurs par jour, donc ça serait un peu compliqué. Et donc, on va quand même utiliser ces rythmes endogènes qu'on a trouvés de façon à essayer de les faire. Alors, pour ce qui est de la pesanteur, pour l'instant, le gros du boulot a été fait quand même sur les articulations, les muscles, etc. Parce que la pesanteur, là, va faire fondre les muscles et va diminuer la quantité de calcium au niveau des os, etc. Donc, c'est plutôt ça. Du point de vue du sommeil, pour l'instant, je n'avais rien lu de très particulier sur le plan de la désordre. Parce qu'il faut voir que dans la Station spatiale internationale, ils travaillent beaucoup quand même. Donc, ils travaillent de façon intense. Après, ils ont des périodes de repos. Il y a des périodes de détente relativement. Donc, si vous voulez, mais il ne semble pas y avoir de manifestations. Après, c'est quand même des gens qui sont un peu hors du commun, qui sont là-haut. Donc, voilà. Je veux dire, je ne pense pas que Thomas Pesquet avait des problèmes de sommeil avant de partir. Alors, je vais prendre la question là-haut, ensuite les deux dames par ici, ensuite madame là. Allez-y. Bonsoir. Donc tout à l'heure, on a parlé de sommeil monophasique et polyphasique. C'était pour savoir si, avec le même temps de sommeil, l'un était plus réparateur ou meilleur pour la mémoire, etc. Non, a priori, on n'a pas d'informations là-dessus, si ce n'est que je vous ai montré que sur un des tests, par exemple, c'était un sommeil de sieste, un des tests de mémoire. Donc, on montrait qu'un sommeil de sieste de 100 minutes, c'est-à-dire un cycle, était finalement tout à fait efficace pour montrer qu'on avait une amélioration de la mémoire. Donc, ce qu'il faut se dire quand on est dans une trajectoire d'apprentissage, quand on est étudiant, c'est que c'est important de dormir derrière ce qu'on a appris, parce que vous allez pouvoir le consolider. Donc, voilà. Donc, si vous avez sommeil après avoir appris un truc, allez dormir, profitez-en, ça va le consolider, ce n'est pas une perte de temps. Madame. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez les insomniaques? C'est chez ces gens qui ne semblent pas dormir la nuit et qui ne dorment pas non plus le jour pour ne pas hypothéquer leur chance de dormir la nuit. Alors, d'une part, un certain nombre d'insomniaques sont en hyper-éveil, c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes d'éveil qui fonctionnent à l'excès et non pas un défaut des systèmes de sommeil. C'est-à-dire qu'ils sont avec une hyperstimulation. Parce qu'il faut bien voir qu'on n'est pas prévu pour dormir si on est en situation insécure. Hein. S'il y a quelqu'un qui doit venir vous trucider, vous n'allez pas dormir tranquille en disant « je vais attendre qu'il vienne hein, ». Ça ne se fait pas. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le problème de l'insomniaque, c'est qu'il supporte très mal d'avoir conscience quand il dort. Il aimerait être dans l'inconscience. Et le sommeil, ce n'est pas l'inconscience. Le sommeil, ce n'est pas le coma. Le sommeil, ce n'est pas l'anesthésie générale. Et donc, un des problèmes, c'est que très souvent, l'insomniaque, dès qu'il a conscience de quelque chose, eh bien, il va se réveiller complètement. Et on a clairement montré que le sommeil, il y a un aspect local. C'est-à-dire qu'il y a une région du cerveau qui dort, et puis il y en a une autre qui est réveillée. Le problème chez l'insomniaque, c'est que dès que celle qui est réveillée, il l'aperçoit, à ce moment-là, elle réveille tout le monde. Hein. C'est un peu comme le gamin dans un dortoir d'une colonie de vacances, quoi. Il y en a un qui se réveille, il réveille tout le monde. Donc voilà. Donc ça fait partie des problèmes. Et donc il faut leur apprendre que, de fait, ils peuvent dormir par morceaux, comme le dauphin. Le dauphin, il a un sommeil strictement uni-hémisphérique. Il y a un hémisphère qui dort et l'autre est réveillé. Il ne dort jamais sur les deux hémisphères, parce qu'il faut qu'il monte respirer à la surface. Donc, si vous interrogez un dauphin, il peut vous dire « je n'ai jamais dormi ». Mais voilà. Madame, juste là. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, moléculairement parlant, à quoi sont dues les paralysies qu'on voit lors du sommeil paradoxal? Alors, les paralysies du sommeil paradoxal sont liées à une chaîne inhibitrice avec de l'acide gamma-aminobutyrique d'une part, et d'autre part des neurones glycinergiques qui vont venir bloquer les motoneurones alpha de la moelle épinière. Donc on ne va pas pouvoir avoir de gros mouvements posturaux. D'accord ? On peut avoir des mouvements fins des doigts, des mouvements du visage, ça oui. Et donc il y a tout un circuit au niveau du tronc cérébral qui va paralyser le sujet complètement au niveau de ses muscles proximaux.
et donc avec les 2 neuromédiateurs inhibiteurs. Madame. Bonsoir. Vous avez parlé de lumière bleue des écrans, oui. Alors notamment les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone portable. À ma connaissance, dans toute lumière blanche, il y a de la lumière bleue. Oui. Donc pourquoi on ne parle pas de lumière, par exemple, telle que celle qu'on a ce soir Non, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'en effet, tous ces écrans ont été enrichis en lumière bleue pour améliorer le contraste et donner une image qui est plus belle. Donc, la lumière bleue est celle qui bloque le mieux la sécrétion de mélatonine, les autres lumières aussi. Mais actuellement, vous avez un certain nombre de logiciels dans vos téléphones portables qui peuvent passer avec des lumières plus chaudes, orange, rouge, en diminuant l'intensité du bleu. Ça ne solutionne pas tous les problèmes, ça améliore un petit peu les choses. D'accord ? Mais donc, oui, de fait, chaque fois que vous regardez un écran, il y a toute la palette lumineuse. Mais contrairement aux écrans cathodiques de télé anciens, les écrans plats ont été enrichis en lumière bleue. Mais parce que c'est plus joli. Il y a une question tout là-haut. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être là. Je voulais vous poser une question que je me suis toujours posée depuis l'enfance. Pourquoi toutes les mères du monde bercent-elles leur bébé d'avant en arrière ? Non, bercer, ça se comprend, puisque si vous voulez, vous allez avoir une stimulation répétitive d'avant en arrière. C'est à cause du rocking chair. Voilà. Mais oui, mais si tu, quand tu le berces comme ça, c'est aussi d'avant en arrière. Implique-t-il le sommeil ? C'est assez... Non, parce que... oui. Oui, pourquoi ce mouvement implique-t-il le sommeil chez l'enfant, chez le bébé ? Là, toute stimulation répétitive à basse fréquence va induire le sommeil, que ce soit une stimulation sonore, pom, 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 pom. Je veux dire que nous, quand on voulait faire des électroencéphalogrammes à des petits et qui n'étaient pas trop, qui étaient un peu énervés, à un moment donné, on mettait des écouteurs et on envoyait un son répétitif lent et ça les endormait au bout d'un moment. Donc, toute stimulation répétitive lente, et là, vous avez une stimulation vestibulaire, c'est-à-dire une stimulation de l'équilibre, qui fait que ça va vous endormir. D'autre part, il faut savoir que le nourrisson, il y a 30% des nourrissons qui se bercent spontanément. C'est-à-dire qu'avant de s'endormir, ils font ça, certains sucent leur pouce, c'est aussi une rythmie, mais qui est moins évidente. Donc, le bercement... très vite, l'enfant se rend compte que ça l'aide à s'endormir. Après, que ce soit d'avant en arrière, je ne suis pas vraiment convaincu, parce que vous avez des bercements sur le côté. Vous avez des gens, ils se bercent comme ça. Bah oui. Ce qu'on appelle des rythmies du sommeil, ils font ça pour s'endormir. Donc c'est latéral. Monsieur. Bonsoir. On lit et on entend parler de témoignages de mort apparente où, appelons-le, l'esprit va se promener. Est-ce que vous parliez de paralysie en cas de sommeil paradoxal? Est-ce qu'on peut estimer que quelque part cet esprit peut aller se promener? Le cerveau se répare tout seul ou il va se réparer quelque part, à votre avis? C'est une question qui est très très compliquée parce que de fait, il y a eu pas mal d'études sur les near-death experiences, c'est-à-dire les expériences près de la mort, dans lesquelles en effet les gens ont l'impression de se décorporer. Alors, pour ce qui est de la décorporation, c'est-à-dire le fait d'avoir l'esprit, enfin, le fait de se voir à l'extérieur de son corps, il faut savoir que maintenant, on a pu le réaliser avec des manips vidéo, avec des informations, qui fait que l'individu normal, tout à fait réveillé, tranquille, assis sur une chaise en train de faire la manip, brutalement, la seule possibilité pour rendre le monde logique, c'est qu'il soit à l'extérieur de son corps. D'accord ? Et donc, c'est comme une illusion visuelle, si vous voulez. Le sujet a l'impression de se voir. Donc, d'être à l'extérieur. Donc, pour l'instant, il y a un gros débat. Et de fait, il y a un certain nombre de sujets, enfin d'auteurs, qui ont dit, mais finalement, au cours du sommeil paradoxal et au cours des états de mort apparente, il y a peut-être un certain nombre de systèmes dans le tronc cérébral qui continuent à fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a cette expérience de décorporation, de se voir, etc. Donc oui, il y a, mais pour l'instant, ça reste complètement spéculatif.
Voilà. Mais c'est vrai que les gens qui disaient bon, ça veut dire que l'esprit est ailleurs, pour l'instant, non. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que l'esprit n'est pas forcément ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il est là, mais il n'est pas ailleurs. Alors, il nous reste 2 prises de parole là-haut, mais je voudrais néanmoins poser une petite question qui est peut-être périphérique, vous allez me le dire, Marc. On entend de plus en plus parler des problèmes de qualité de l'air intérieur. Et donc, quand on comprend l'importance du sommeil, qui se fait souvent chez soi, fenêtre fermée, est-ce qu'on a déjà des études qui regardent peut-être l'impact de la qualité de l'air sur la qualité du sommeil et tout ce qui doit s'y passer? Alors, incontestablement, il y a des études sur la température de la chambre. Et ça, il y a eu pas mal de travaux montrant clairement le fait que ça va en effet modifier les choses. Sur la qualité de l'air, oui, mais ça a été surtout le fait des pneumologues qui s'occupaient d'asthmatiques, etc. Et puis maintenant du syndrome d'apnée du sommeil, qui fait que quand vous avez en effet des apnées avec une muqueuse qui est un peu irritée, etc., tout ça va concourir à un mauvais sommeil. Mais c'est un 3e niveau. C'est plus le niveau respiratoire qui intervient. Donc il y a à la fois le niveau thermique et le niveau respiratoire, parce que c'est vrai que vous avez tout un tas de produits qui sont allergisants, oui, et donc vous allez plus mal respirer et donc avoir un sommeil plus fragmenté. Alors, allez-y tout là-haut. Oui, je veux savoir quel est le mécanisme qui permet aux animaux nocturnes, par exemple la chauve-souris ou les rapaces nocturnes, de fonctionner à l'inverse de nous en termes de sommeil. Il fonctionnent à l'inverse de nous, et de fait, leur sécrétion de mélatonine a quand même lieu la nuit. Et donc, chez ces rapaces, on a une présence de mélatonine qui ne se fait pas la journée. Et donc, ils ont une façon de dormir qui est très différente. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans le monde animal, le sommeil polyphasique est la règle. Et donc, quand on parle d'animaux nocturnes, comme le rat, par exemple, ça veut dire qu'il a une grosse partie une partie de la nuit dans laquelle il est éveillé, mais il dort aussi une partie de la nuit. Et puis, il y a une partie de la journée dans laquelle, normalement, il dort, puisqu'il a un cycle inversé, mais il est aussi réveillé. Donc, je pense que j'ai pas en tête pour les rapaces nocturnes, mais il n'est pas impossible qu'il y ait quand même des périodes de sommeil la nuit et d'éveil dans la journée, qui ne passent pas toute la journée à dormir. Alors, il y a encore une question par ici, je vois. Oui, bonsoir. Oui. Vous avez parlé des risques quand on a une restriction de sommeil, mais est-ce qu'il y a des risques aussi si on dort trop, si on a un temps de sommeil qui est trop élevé? Alors, oui, je veux dire que on peut lire ici ou là que quand on s'éloigne, si vous voulez, de la courbe de Gauss, de la durée du sommeil en fonction, je veux dire que c'est sûr que si on est un hypersomniaque, ça peut poser un problème. Alors, moi, là, j'ai quand même des états d'âme, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas mis en évidence de rythme, de risques spécifiques à partir du moment où on n'est pas dans le cadre d'une hypersomnie centrale. Si vous avez une narcolepsie, c'est une maladie du sommeil. Si vous avez une hypersomnie idiopathique, si vous avez un syndrome de Klein-Levin, un certain nombre de maladies qui vous donnent une hypersomnie, bon, là, il est sûr qu'il y a un certain nombre de problèmes. Si on est simplement un gros dormeur, je ne pense pas qu'il y ait de risque particulier. Attention, cependant, à ne pas confondre un gros dormeur et un dépressif. Et ça peut poser un problème, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de rien faire que de dormir. Et donc ça peut poser un problème. Donc voilà, il y a un travail diagnostique à savoir si c'est vraiment un sujet qui est un gros dormeur qui ne risque rien, ou si en fait c'est un ensemble plus complexe. Alors, l'heure avançant, on va prendre 2 dernières questions. Le micro est déjà ici, et puis Madame, enfin. Alors, bonsoir. Certains animaux sont capables de dormir debout, tels que les chevaux. Et comment cela se fait-il que d'autres espèces en soient incapables? Alors, la durée du sommeil paradoxal est très variable selon les animaux, et de fait, un certain nombre d'herbivores vont avoir très peu de sommeil paradoxal, en particulier les chevaux, mais les chevaux peuvent, certes, la plupart du temps, ils sont en sommeil lent debout,
Mais par contre, on peut les trouver sur le flanc en sommeil paradoxal. Mais ça va être très bref. Ça va être des périodes de 4 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins sensible. Et donc, parce que le fait d'être paralysé est quand même quelque chose qui est un peu redoutable. Madame ? Bonsoir. J'avais une question. Donc, vous avez parlé des gens du soir et des gens du matin. Ceux qui dorment peu, ils sont du soir et du matin ou ils ont quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas bien? Ah non, ceux qui dorment peu, ça fait partie de leur typologie. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de peu de sommeil. Ça fait partie des courts dormeurs. Et donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, les courts dormeurs, ils vont être souvent avec du sommeil polyphasique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une plage de sommeil nocturne assez courte et puis ils vont faire des sommeils dans la journée. Souvent, ils s'organisent comme ça. Donc, ils sont pas vrais. Ils sont en forme le matin, ils sont en forme le soir. Donc, ils sont... si vous voulez, il n'y a pas d'inertie du sommeil comme on va voir chez les gens du soir, par exemple. Et donc, s'ils ne dorment pas en journée, c'est un problème ou... Non, ils ont une typologie qui fait qu'avec un petit nombre d'heures de sommeil, ils sont très bien. Mais voilà, donc à condition, là encore, qu'on ne se soit pas astreint à prendre 14 cafés, 15 Red Bull, etc. Enfin, parce que si vous voulez, je me méfie toujours du court dormeur qui prend quand même 12 tasses de café par jour. Bon, c'est plus un court dormeur, enfin, c'est un type sous caféine. D'accord, donc voilà. Donc il faut faire attention actuellement parce que on peut comme ça avoir des gens qui disent non, moi j'ai besoin de très peu de sommeil. Par contre, j'ai besoin de 2 Red Bull pour le démarrer le matin, et puis après un café, etc. Bon. Donc il faut faire attention à ça. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Marc Ray, vous pouvez l'applaudir. Merci. Quand le sommeil nous éveille, c'est le titre de votre dernier livre paru en 2017 chez Solar Éditions. Que souhaiter après tout cela à tout le monde, et même on peut se le souhaiter collectivement, de passer une très belle nuit pour consolider ses savoirs sur le sommeil. C'est quasiment une mise en abîme, c'est magnifique. Et on se donne rendez-vous le jeudi 25 avril, même lieu, même heure. Nous allons parler énergie et des batteries en particulier. Les batteries sont-elles la bonne option pour un développement durable? Avec Jean-Marie Tarascon, Chimie du solide énergie, Collège de France à Paris. Très bonne nuit et à très vite dans un mois. Au revoir.